Et nous sommes donc avec Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine. D'abord, je vous remercie. Parce que c'est intéressant d'entendre un préfet, jeune préfet en plus. Alors, il y a toujours un aspect politique dans votre fonction. Je rappelle quand même, pour que les auditeurs sachent qui vous êtes, que vous êtes au départ un militant politique peut-être, vous avez grandi à l'UMP, vous penchiez plutôt à droite, disons-le. J'ai eu un engagement politique par le passé. Vous étiez fasciné dès le lycée par Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, et vous êtes devenu porte-parole des jeunes populaires, et puis ensuite vous avez travaillé notamment avec Xavier Bertrand, et vous êtes préfet depuis combien de temps ? Je suis préfet depuis 3 ans maintenant, et préfet en poste dans les Hauts-de-Seine depuis fin novembre de l'année dernière. J'ai été pendant 3 ans le directeur de cabinet du précédent ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Vous avez fait un master 2 de recherche en politique générale, vous avez fait un master 1 de finance à Paris Dauphine, vous êtes diplômé universitaire de gestion et d'économie appliquée, vous êtes passé par le privé ? Passé par le privé pendant 4 ans. Donc ça, c'est aussi important peut-être dans votre formation d'avoir une vue plus large que uniquement le service public ? Une originalité, c'est sûr que quand on parle avec des entreprises, et j'en ai beaucoup dans les Hauts-de-Seine puisque nous avons le quartier d'affaires de la Défense, on sait de quoi on parle. Donc, et j'imagine que dans ces cas-là, c'est un plus. En tout cas, c'est ressenti comme ça. Alors, vous êtes venu avec nous parce que vous avez tenu un discours devant l'Union des mosquées des Hauts-de-Seine à la mosquée de Levallois. On peut peut-être écouter d'ailleurs quelques secondes de ce discours que vous avez tenu et vous nous direz pourquoi et puis comment ça s'est passé. Mais la laïcité fixe une limite d'importance. Les menaces à l'ordre public, au premier rang desquelles le séparatisme. Conformément aux orientations gouvernementales, j'ai déjà eu l'occasion de dire publiquement mon engagement résolu contre le séparatisme islamiste. Oui, à chaque fois que ces promoteurs se mettront en action, ils trouveront sur leur route un État intransigeant et fort. Parmi ceux-ci, je pense notamment aux frères musulmans qui sont persona non grata. En étant présent ce soir, je n'ai pas répondu à n'importe quelle invitation. J'ai accepté l'invitation des défenseurs d'un islam des Lumières, universaliste et généreux, compatible avec la République, vous l'avez dit. J'ai accepté l'invitation de ceux qui, sans dissimulation, accueillent l'État pour ses célébrations, partagent le repas et le respect avec les responsables des autres religions, notamment la religion juive, rassemblent nos concitoyens au lieu de les séparer. Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine, sur Europe 1 à 11h08 et devant l'Union des mosquées des Hauts-de-Seine. Pourquoi êtes-vous allé à cette réunion ? J'ai accepté cette invitation pour délivrer un message de vérité. D'abord, rappeler ce qu'était la laïcité. La laïcité ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. La laïcité ne fait pas de différence entre les religions. La laïcité, c'est aussi le respect, bien sûr, de la liberté de culte, jusqu'à une limite, l'ordre public. Et aujourd'hui, nous faisons face à une menace, qui est la menace séparatiste, et singulièrement le séparatisme islamiste. Et je suis venu dire à l'ensemble des musulmans des Hauts-de-Seine, à travers cette assemblée, mon engagement, à la fois pour qu'ils puissent être dans la liberté de leur culte, et en même temps mon engagement résolu à lutter contre le séparatisme islamiste, et notamment, puisqu'il faut nommer les choses, les frères musulmans qui ont un projet politique dont les musulmans sont les premières victimes eux-mêmes. Au-delà, évidemment, des phrases, et tout le monde peut être d'accord avec vous, ce qui est difficile, c'est de définir où commence l'entrisme et où commence la volonté d'influence des frères musulmans. Quand j'entends, par exemple, la ministre Barsac expliquer que le voile dans le sport n'est pas de l'entrisme, quelle est votre position sur une phrase aussi simple que celle-là ? Là où vous avez raison, c'est que ce qu'est l'entrisme, ce qu'est l'islamisme est très dur à définir. Et il ne suffit pas, à contrario, de dire qu'on est contre l'islamisme pour lutter contre l'islamisme et de l'inscrire dans les textes. C'est un travail beaucoup plus fin, beaucoup plus précis que nous faisons avec les services de l'État. Et s'agissant de la position du voile, elle a été très clairement rappelée par le Premier ministre. Il n'y a pas de place pour le voile dans les clubs de sport, puisque là où c'est intéressant, c'est de constater que dans ce cas précis, le voile est utilisé, est instrumentalisé au service d'un projet politique. Prenez par exemple l'association des hijabeuses. L'association des hijabeuses, ce ne sont pas juste des praticiennes du sport. C'est une association avec des influences qui sont extrêmement claires, des influences fréristes, et avec un objectif qui est d'installer un pouvoir politique, une contre-société, contrairement au projet républicain que nous devons servir. Moi, j'entends ce que vous dites, mais je rappelle que c'était Madame la ministre des Sports qui disait cela. Et l'exemple des hijabeuses est très intéressant, puisque vous avez Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, qui a mené le combat. Tout seul, j'ai envie de dire, parce que toutes les fédérations n'étaient pas forcément avec lui.
Il gagne devant le Conseil d'État avec un rapporteur qui au départ avait émis l'hypothèse que ces jeunes femmes puissent jouer avec un voile au sein du Conseil d'État, je le rappelle. Finalement, la décision du Conseil d'État va dans le sens de la Fédération française de football et malgré ça, vous avez une ministre des Sports qui fait l'apologie du voile dans le sport et qui, je le sais, Madame Barsac, parce qu'elle ne s'en cache pas, elle vient du monde olympique, où la position est différente, et elle disait en privé, bah oui, effectivement, ces femmes doivent pouvoir porter le voile. Pourquoi ? Parce qu'autrement, elles ne joueront pas, elles ne feront pas de sport. Donc c'est une autre logique, la logique d'inclusion. Mais tout le monde n'est pas raccord, vous le voyez bien, et ce dernier exemple de cette semaine nous l'a mis en exergue. Mais vous le dites vous-même, il y a un soutien sans faille du gouvernement depuis 2020 avec l'engagement du président de la République sur le discours des Mureaux dans la lutte contre le séparatisme. Et aujourd'hui, sous l'autorité de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, ministre d'État, j'en suis témoin, nous menons une bataille sans faille contre l'entrisme frériste qui prend toutes les dimensions. Il y a la dimension que vous évoquiez, qui est effectivement la question du voile comme étendard revendicatif dans le sport. Mais il y a un autre sujet sur lequel j'ai attiré l'attention notamment des élus dans mon département. C'est à l'approche des élections municipales, l'entrisme communautaire. Le sujet ne sera pas tant la constitution de listes communautaires, parce que des listes communautaires, c'est des listes qu'on marque en gros islamistes dessus. Le problème, ça sera les communautaires dans les listes. Et le fait qu'il y a du côté des frères musulmans un projet politique assumé d'entrisme dans les conseils municipaux. Et le rôle de l'État, en tant que vigie, le rôle des préfets sur le terrain, c'est de dire stop, c'est de prévenir, et c'est ce que nous faisons sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Alexandre Brugère, préfet des Hauts-de-Seine, et effectivement, la difficulté, c'est la discussion que nous avons, c'est comment le fameux vivre ensemble, qu'on n'évoquait jamais dans les années 70. Moi, j'ai grandi dans un pays où on n'en parlait pas. Et pourquoi ? Parce qu'on vivait précisément ensemble. Et la difficulté, c'est que vous parlez d'islamisme et tout le monde est évidemment d'accord là-dessus. Mais quand vous avez dit tout à l'heure, les choses sont plus subtiles, plus fines, c'est parfois d'autres mœurs qui se mettent en place. Et on a, par exemple, très souvent une professeure de CM2, je crois, qui nous appelle, et de CM1, et qui nous explique que chaque vendredi... Elle sera avec nous, Pascal, justement, d'ici quelques minutes. On va alors, c'est formidable, mais je peux déjà citer ce qu'elle nous dit. Il y a piscine dans la classe. C'est des élèves de CM2, je crois, ou CM1. Régulièrement, il y a des jeunes filles qui ne viennent pas. Donc, elles ne sont pas islamistes, ces jeunes femmes. C'est simplement des mœurs qui sont différentes et elles n'ont pas envie d'aller dans une piscine et de se montrer en slip de bain. Donc, comment vous faites pour gérer cela? Vous n'allez pas aller obliger les jeunes gens qui ne veulent pas aller dans une piscine se baigner? Tout à l'heure, vous avez eu la gentillesse de présenter l'extrait du discours que j'ai tenu à la mosquée des Abeilles. Mais vous avez oublié de présenter une partie. À la fin de ce discours, j'ai été applaudi. Et j'ai été applaudi par toute la salle. Parce que la conviction qui est la mienne est double. D'abord, l'islam est compatible avec la République. C'est l'islamisme qui n'est pas compatible avec la République. Et il faut aider des musulmans républicains, justement, à combattre les frères musulmans, à combattre l'islamisme. Et ensuite, là où je disais que les choses étaient complexes, c'est que nous sommes face à des acteurs qui pratiquent la dissimulation, la taqiya. Ce sont des gens qui se cachent. Vous n'avez pas une association qui se revendique frères musulmans, il serait simple de la dissoudre parce que c'est marqué sur son nom et du coup les choses sont simples. C'est bien plus complexe que cela. Mais la conviction qui est la mienne, c'est que nous avons en France des centaines de milliers, des millions de concitoyens musulmans qui veulent vivre leur foi en tranquillité. Je répète, j'entends ce que vous dites, mais j'entends aussi les auditeurs qui nous appellent, qui sont profs, qui me disent dans les classes, on peut pas parler de la Shoah, il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder, de ça. Et je réponds à cela, on n'est pas sur des réflexes islamistes. On est simplement sur des réflexes parfois communautaires, de mœurs différentes, d'une manière de voir la société différente. Et c'est ça qui me paraît beaucoup plus complexe pour trouver une solution. Parce que le prof qui s'auto-censure, vous faites comment ? Mais la solution, elle est très simple, Pascal Praud. Il faut que la République soit forte. Il faut que la réponse... Écoutez, ça fait 30 ans qu'on entend ces mots-là, mais il faut que la réponse qui est Brugère, apportée... mon bras ne tremblera pas, la République sera forte, j'entends ça. Mais je suis confronté à une réalité où ces mots se heurtent à un mur. Monsieur Praud, il est beaucoup plus facile, pardon de vous le dire aussi, de dire dans un studio de télévision ou de radio qu'on est contre l'islamisme et d'aller le dire et d'avoir le courage de le dire dans une mosquée devant une assemblée représentative de l'Union des mosquées. Je vous assure qu'en termes de courage,
Moi, je suis prêt à jouer la comparaison. Le vrai courage, c'est le prof aujourd'hui. La deuxième des choses... Parce que là, on est dans de la politique quand vous allez dans une mosquée. Chacun peut jouer d'une certaine manière un rôle, même ceux qui vous applaudissent et même celui qui parle. Je le dis, ça peut en tout cas être interprété comme ça. Alors que dans une classe, tous les matins, avec des jeunes gens qui vous disent « je veux pas parler de la Shoah », ça me paraît un peu plus difficile. Et c'est ça que je pointe, et c'est ça qui peut me faire peur. Parce qu'effectivement, si un prof s'auto-censure, c'est ennuyeux. Là où vous avez parfaitement raison, c'est que face à ces phénomènes, il ne faut pas laisser les agents publics en première ligne. Et moi, je peux témoigner, je le vis tous les jours avec mon recteur Étienne Champion, avec mon directeur des services académiques. Il y a eu 70 signalements l'année dernière dans le département de faits séparatistes que vous évoquez et qui concernent assez largement, effectivement, des faits liés à la religion musulmane. À chaque fois, une réponse a été apportée. Alors, c'est peut-être pas parfait, et vous avez peut-être une professeure qui, effectivement, se sent abandonnée. Et le devoir des représentants de l'État, c'est pas abandonné d'ailleurs, c'est pas le mot, mais c'est difficile. C'est difficile pour elle. Alors c'est difficile, Monsieur Pro. Écoutons Nathalie parce qu'elle est prof justement et son témoignage est intéressant parce qu'elle est confrontée avec cette jeune génération. Et je le répète, cette jeune génération dans une classe, c'est pas des islamistes qui sont là, c'est pas des frères musulmans qui sont là. C'est simplement des jeunes gens qui ont grandi avec une culture et des mœurs ou des opinions, un contexte culturel différent. Et qui sont formatés différents. Le mot laïcité, d'ailleurs, pour eux, bien souvent, c'est un mot dont la jeune génération a du mal à comprendre et effectivement la signification. Nathalie, je vous laisse la parole et d'abord un témoignage, peut-être. Bonjour. D'abord un témoignage de ce que vous vivez et puis vous écoutez notre discussion. Donc ça m'intéresse votre témoignage. Alors moi, ça m'intéresse, mais c'est notre quotidien. Pas plus tard qu'il y a 1 heure, on est en chorale. Et cette année, notre thème de chorale, de spectacle, c'est Paris. Donc, on a toute une série de chansons sur Paris et on chante Monopolis de Starmania. Et à un moment donné, il n'y aura plus d'étrangers, on sera tous des étrangers. Et là, mais très c'est raciste. Alors là, je bondis. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire ? Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire ? Ou alors, est-ce que tu t'arrêtes à une phrase sans prendre la deuxième partie de la phrase ? Voilà. Donc ça, c'est une chose. Oui, mais là, c'est pas lié, pardonnez-moi, c'est pas lié à quelque chose qui aurait lié ou pas à la religion musulmane. Ah ben oui, on n'est pas dans du séparatisme, là, on est sur des jeunes gens qui... Et pourtant, non, parce que c'était un petit d'origine musulmane qui disait ça. Mais alors tout de suite, ils se sentent agressés. Mais on n'agresse personne. Alors, pour eux, la laïcité, c'est presque un gros mot. Hein. C'est un gros mot quand on parle de laïcité. Moi, ce qui m'intéresse dans votre témoignage, c'est en quoi la religion, en l'espèce musulmane, peut venir percuter les cours que vous faites. C'est ça notre sujet, Nathalie. Et est-ce que vous avez un témoignage ou un exemple précis qui montre votre difficulté d'enseigner dans votre classe ? La poésie. On n'a pas le droit de parler de Noël. On n'a pas le droit de parler sapin. On refuse d'aller à la piscine. On a des certificats médicaux qui nous disent noir sur blanc que la petite fille ne peut pas aller à la piscine pendant 90 jours. Elle est dispensée pour une angine pendant 90 jours. J'entends bien, mais vous avez combien d'élèves ? Vous avez combien d'élèves ? Ça a concerné combien de personnes, précisément ? Combien d'élèves ? Oui. Là, ça a concerné une 3 élève. 3 élèves. Oui, mais 3 élèves. Mais quand vous dites on peut pas parler, quand vous dites on peut pas parler de Noël, c'est pas toute la classe. J'imagine c'est 1 ou 2 éléments. Mais ça ressort à chaque fois. Il y a à chaque fois des choses comme ça parce qu'il y en a qui osent dire, il y en a qui se revendiquent, et puis il y en a qui vous font des sourires et qui disent rien, mais qui n'en pensent pas moins. Bon, vous enseignez dans quel département ? C'est la Seine-Saint-Denis. Dans le 93. Bon. Donc, alors c'est vrai que Nathalie, moi j'aime pas faire de l'exemple du raisonnement, bien sûr, parce que ce n'est toujours qu'un témoignage et qu'un exemple. Mais souvent, cette émission, c'est ce qui revient. Et c'est une difficulté. Et évidemment qu'il n'y a pas de démarche islamisme là-dedans. C'est simplement Noël, c'est un bon exemple, c'est une autre culture. On célèbre pas Noël, voilà. Bon, c'est comme ça. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes gens ? Ça, c'est mystère et boule de gomme. Bon, d'abord, il y a beaucoup de confusion dans ce qui a été dit, mais je pense que c'est aussi par rapport à l'émotion. Quand on dit d'origine musulmane, bon, pour un professeur, objectivement, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, mais je vais rentrer dans le fond des choses. D'abord, pendant très longtemps, on a mis
la poussière sous le tapis. Et l'État n'a pas suffisamment appréhendé cette difficulté, au point qu'il a fallu, en 2020, que le président de la République dise stop et qu'on mette en place une stratégie contre le séparatisme islamiste. Mais depuis de nombreuses années maintenant, ces phénomènes qui étaient grandissants et qui n'étaient pas traités remontent et on y apporte une réponse. Je vais vous prendre un exemple. La question de l'enseignement à domicile. Pendant très longtemps, l'enseignement à domicile, ça a été utilisé pour écarter de l'école, de la force du modèle républicain, des enfants, et pour qu'ils puissent apprendre des choses à la maison qui n'étaient pas conformes aux idées de la République. Les parlementaires ont choisi de durcir ce régime. Et on a eu un vrai effet, et la République a vraiment regagné du terrain en faisant revenir à l'école des enfants qui en étaient exclus. Donc oui, il y a des difficultés, oui, c'est difficile pour l'État, oui, il y a une réalité par rapport au séparatisme islamiste, mais encore une fois, vous avez, je veux vous en convaincre absolument, un État qui se bat et qui est mobilisé. Europe 1. Je salue Sophie Audugé qui nous écoute. Elle est directrice de SOS Éducation. Elle est spécialiste des politiques éducatives. Et puis elle écoutait Alexandre Brugère, qui est le préfet des Hauts-de-Seine, qui est avec nous. Et d'une certaine manière, elle vous répond parce qu'elle m'écrit un petit message. Elle me dit non. L'interdiction de l'instruction en famille n'a pas permis d'enrayer un quelconque séparatisme, mais a attaqué une liberté fondamentale. Je suis sidéré d'entendre ce jugement, dit-elle. Les parlementaires ont tranché, et ce qui compte dans la République, c'est le choix des parlementaires. Et donc il ne me revient pas en tant que préfet de commenter cela. Mais en revanche, ce que je constate, c'est que ça a fait revenir des gens dans l'école, et qu'effectivement, il a fallu, à l'occasion de ce débat, je l'ai bien connu, j'étais directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, il a fallu expliquer qu'on ne faisait pas ça pour venir lutter contre ceux qui ont un projet pédagogique alternatif, mais qu'on faisait ça pour défendre la République. Le Premier ministre a dit à l'occasion de son discours de politique générale, mais la République est forte quand elle se fait respecter. Et ramener les enfants à l'école, gratuite, laïque et obligatoire, c'est une manière pour la République de se faire respecter. Bon, la difficulté, c'est qu'on ne parle pas de la même chose. Et c'est pour ça qu'on a du mal à s'entendre. Moi, j'entends tout ce que vous dites, que la République doit être forte. D'ailleurs, j'aimerais de temps en temps qu'on parle de la France, plus que de la République. Mais peu importe. Sur le combat sur l'islam radical, j'entends tout ça. La difficulté que je pointe, c'est que vous avez aujourd'hui sur le sol de France des jeunes gens issus d'une culture différente, avec des mœurs différentes, qui ne sont pas radicaux en soi, et qui rendent la vie ensemble plus difficile. C'est ça que je pointe. Et quand je dis on parle pas de la même chose, on est au cœur de quelque chose là, de différent. Avant, on avait une culture sans doute commune, donc les choses étaient plus simples. Aujourd'hui, il y a une culture éclatée qui fait une société multiculturelle et qui peut rendre les choses un peu plus difficiles. Sur des exemples comme Noël, le Ramadan, que sais-je. Alors d'ailleurs, Vous souffrez que je vous réponde sur ce point ? Bien sûr, et c'est ça qui est difficile, parce que l'assimilation n'a pas marché, mais l'intégration n'a pas marché. Là où il y a un point de désaccord fondamental entre vous et moi, Pascal Pro, c'est que vous pensez que l'islam n'est pas compatible avec la République. J'ai jamais dit ça du tout. Si, parce que vous sous-entendez qu'en fait... Jamais, je parle même pas de République. Je parle pas de République. Le substrat culturel, ce qui est associé à cette religion, est d'une certaine manière incompatible avec la République, qui est notre cadre commun. Je vous rappelle qu'en France, la République précède la nation. Et donc, d'une certaine manière, ce que vous dites, c'est que... allez, je vais caricaturer vos mots. C'est foutu. D'une certaine manière, c'est un face-à-face, et puis on est incapable de vivre dans un socle commun. Non, je dis que personne n'a raison, personne n'a tort, mais ce sont des mœurs différentes. Eh bien, moi, je crois le contraire. Je crois qu'on peut tout à fait, et je le constate tous les jours, être musulman en France, respecter les lois de la République. Ça vous gêne peut-être qu'on parle de la République, mais c'est notre socle commun, ce sont nos valeurs communes, et que les choses se passent de la meilleure des manières. Et que notre rôle à nous, en tant qu'acteurs de l'État sur le terrain, c'est justement de lutter contre tous ceux qui laissent à penser qu'au fond, nous sommes confrontés au face-à-face, puisque le projet politique des frères musulmans, c'est justement de créer un face-à-face. C'est de créer une séparation avec la société. Et c'est contre ce projet que nous nous battons sous l'autorité de Bruno Retailleau. Mais moi, je peux rejoindre ce que vous dites. Et évidemment, vous me prêtez des paroles ou des intentions que je n'ai pas tout à fait. Donc, c'est pas... vous avez l'honnêteté de dire tout à fait. Mais je vous dis que vous avez des difficultés de mœurs qui sont des mœurs différentes. Voilà. Et qui rendent les choses un peu plus difficiles. Voilà, le rapport à la femme, ce sont des mœurs différentes. L'égalité femmes-hommes, c'est un point de la République. Mais je l'entends. Donc c'est bien. Mais qui se heurte à des mœurs différentes. Je ne le crois pas.
Vous ne croyez pas que vous ne croyez pas, par exemple, que dans la culture musulmane, l'homme a une place différente. Je ne crois pas que quand on est. Non, mais répondez à ma question. Je vais répondre à votre question très précisément. Que l'homme a une place différente. Et ça, c'est une question de mœurs. Je vais répondre à votre question très précisément. Je ne vois pas dans tous les musulmans que je vois aujourd'hui des gens qui sont opposés à l'égalité femmes-hommes. Je suis à la tête d'une administration. Dans mon administration, c'est la préfecture. Dans mon administration, il y a des musulmans. Et il n'y a aucun moment où je constate que ces musulmans soit me demandent un traitement différent pour les femmes, soit ne souhaitent pas être en réunion avec des femmes. C'est là où le piège est important. C'est qu'au fond, il est tendu, non pas par vous, c'est pas ce que je vais dire, mais par ceux qui laissent penser qu'il y a une incompatibilité. Parce que s'il y a une incompatibilité, alors ça veut dire que, comme vous le sous-entendez, les mœurs sont différentes, donc c'est foutu. Je n'y crois pas une seconde. Eh bien, écoutez, Nathalie, qui est toujours avec nous, qui est professeure en Seine-Saint-Denis, Nathalie qui nous écoute. Alors, Sophie Audugé continue la discussion et elle dit les parlementaires étaient très séparés d'ailleurs sur le sujet. Samuel Paty et Dominique Bernard ont été assassinés par des terroristes à l'école. Le terroriste de Dominique Bernard avait passé 10 ans sur les bancs de notre école publique. Ce discours crée au contraire du séparatisme, dit-elle, mais bon. Ce discours contraire à l'école de la République, je ne peux pas l'accepter. Mais je vous assure, chacun est dans ce rôle et j'entends ce que vous dites. Mais ces phrases, les gens les ont dans l'oreille. La République sera forte, je peux pas l'accepter. Ça. Et puis il y a la réalité. Et la réalité, ce sont des préfets qui se battent. Vous avez eu la gentillesse de m'inviter pour ça. Et la réalité, parfois, elle contredit effectivement ces propos parce qu'elle est infiniment plus complexe sur le terrain. Pour ça Nathalie, qui est là, que vouliez-vous dire, Nathalie? Alors déjà que j'étais tout à fait d'accord sur la théorie avec Monsieur le Préfet, mais quand on est sur le terrain, je sais qu'il est sur le terrain aussi, mais apparemment on n'a pas les mêmes terrains. L'année dernière, juste pour deux petites anecdotes quand même, l'année dernière on a un enfant qui n'a pas jamais respecté sa maîtresse, et quand on a convoqué ses parents, les parents, la mère et le père, de toute façon, c'est normal, il a une maîtresse. Et il respecte pas les femmes. Et bien, on a été obligé de le mettre en CM2 chez un homme. Ça, c'était une anecdote. Alors ça, c'est intéressant parce que ça, c'est un accommodement, c'est un reniement, c'est inacceptable. C'était ouvert, c'était acquis, c'était acté. Et ça, c'est inacceptable. Alors, je le répète, c'est difficile de faire du raisonnement à partir d'un exemple, et il faut toujours être prudent là-dessus, mais c'est vrai que quand on parle de mœurs et de culture, la place de l'homme dans la culture musulmane n'est pas exactement la même que dans la culture telle qu'elle est, telle qu'elle est le plus largement pratiquée dans la société française. Mais je pourrais dire que la place de l'homme dans la religion chrétienne, il y a 2 ou 3 siècles, elle était aussi prédominante, bien évidemment. Vous comprenez ce que je veux dire. Toutes les religions... Et vous constaterez aussi que s'agissant de la religion juive, il y a aussi dans une synagogue la séparation entre les hommes et les femmes. C'est pas pour autant que vous faites un réquisitoire similaire. Et je fais pas de réquisitoire. C'est extraordinaire. Vous me mettez dans une situation... Je fais pas de réquisitoire. Un débat. Ben oui, mais les mots ont un sens parce que vous me mettez en accusation. Pas du tout. Réquisitoire... Moi, c'est un argumentaire. J'essaye de témoigner de la réalité. Et je trouve qu'effectivement, j'entends chez vous des choses et je vous comprends. Vous êtes dans votre rôle, vous avez envie de vous battre, vous faites respecter, vous engagez contre le radicalisme, etc. Tout ça, je l'entends. Mais je vous dis, attention, sur le terrain, ça se passe pas toujours comme ça. Et on voit les points de friction qui peuvent exister. Et là où vous avez tout à fait raison, c'est que notre travail en tant que préfet, en tout cas mon travail en tant que préfet, c'est de l'entendre et d'entendre le témoignage de Nathalie. Oui, mais il y a aussi toute la société française qui est confrontée à une réalité. Et c'est pour ça que la séquence est si difficile d'ailleurs. Et c'est pour ça que cette séquence, le vivre ensemble, je vous l'ai déjà dit, moi je suis un peu plus âgé que vous. Personne ne m'a parlé du vivre ensemble dans les années 70. Personne ne m'a parlé des valeurs de la République. C'est un mot qui n'existait pas. Personne ne m'a parlé de la laïcité. Ça n'existait pas dans les années 70. Elle existe depuis 120 ans. On va en célébrer le 120e anniversaire le 9 décembre prochain. Mais Monsieur Bruget, on n'en parlait pas dans les années 70 parce qu'elle ne posait pas de problème. La laïcité a toujours été un combat à l'occasion des différentes époques. Après, ce qui est certain, là où vous avez parfaitement raison, c'est que l'arrivée de la religion musulmane en France est beaucoup plus récente. Et donc forcément, cela pose des questions que vous évoquez d'ailleurs, qui doivent être réglées, des choses qui doivent être faites concrètement sur le terrain pour faire respecter la laïcité. Mais la question de fond, et notre débat, je trouve, est très intéressant, c'est la question de l'incompatibilité, au fond,
absolue ou pas? Est-ce qu'on considère que l'islam est absolument incompatible avec notre cadre commun, que moi j'appelle République, ou pas? Moi, je considère que non. On va marquer une pause et je vais vous dire, la laïcité dans les années 70, elle n'était pas respectée dans les écoles. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que le jour, même dans l'école publique où il y avait le vendredi saint, à la cantine on mangeait pas de viande ce jour-là parce que c'était une culture commune, c'était des choses qui allaient de soi. Tout le monde, même ceux qui n'allaient pas à l'église, partageaient ce rapport à la culture chrétienne. Donc toutes les choses étaient différentes. Je veux dire, moi, quand j'entends parler de laïcité, mais je me dis, c'était pas du tout respecté, mais tout le monde s'en fichait surtout. C'était pas un débat. Personne n'aurait été dire, ah, attention à la laïcité. Par exemple, on voit aujourd'hui ces associations qui demandent par exemple à l'île de Ré, je crois qu'il y avait une vierge qui était posée au milieu d'un carrefour. Mais tout ça n'existait pas. Puisqu'on partageait une culture commune chrétienne qui avait 2000 ans. C'est pour ça que je pense que l'enjeu, c'est bien d'assurer la force de la culture commune et de la force de la culture républicaine. Eh ben, ça va pas être simple, mais ça peut demander 50 ans. Il est 11h42, alors on peut être effectivement dans un moment de friction, et puis on peut imaginer que sur 50 ans, sur 60 ans, sur 70 ans, tout ça se lisse. À tout de suite. On va remercier Alexandre Brugère parce que le débat il est intéressant. Mais avant de vous quitter, je voudrais quand même qu'on écoute le message de soutien que vous avez dit aux policiers. Et cette fois-ci, c'est un autre sujet puisque vous êtes allé dire une chose qui est importante. Vos chefs vous aiment et vous allez me dire dans quelles conditions vous êtes allé à leur rencontre. Écoutons. Et je sais bien que quand un policier vient travailler le matin, il ne se dit pas qu'il va tuer quelqu'un. Et donc le message que je voulais vous faire passer, je voulais vous dire qu'on vous aime, vos chefs vous aiment, on sait le travail que vous faites. Je veux vous dire qu'on ne vous lâche pas. Bon, évidemment, vous étiez venu en réaction à la décision du parquet de Nanterre de requérir un procès pour le meurtre à l'encontre du policier qui a tiré sur le jeune Nahel Merzouk. Mais vous avez un policier qui effectivement doit, et c'est bien normal, être jugé. Après, la qualification pour meurtre, elle est quand même très étonnante. Mais tout le monde devine surtout que ce policier, il a fait 3 mois de prison, de détention provisoire, précisément parce que on avait peur dans les quartiers de réactions très violentes. Donc là, on est au cœur aussi de quelque chose qui poursuit notre discussion. D'abord, j'ai considéré, parce que je savais qu'il y avait beaucoup d'émotions chez les policiers, je suis très proche des policiers de mon département, mais j'ai considéré que la place du chef à ce moment-là, c'est vrai que ça a fait un peu jaser, mais la place du chef, c'était d'être aux côtés de ses effectifs. Parce que j'étais encore avec eux hier soir, à Bagneux, sur le terrain, dans une voiture de police, je fais ça chaque semaine. Voilà, j'ai considéré que mon rôle était d'être là, sans commenter la décision de justice, parce que par définition, c'est pas le boulot d'un préfet, mais je me voyais pas être ailleurs qu'être à leur côté. En tout cas, j'ai pu mesurer hier soir encore, comme chaque soir, à quel point ils sont engagés sur le terrain, à quel point ils se battent, et à quel point ils ont aussi la foi. Et je veux dire qu'on a la chance d'avoir... C'était pas vraiment ma question, si vous me permettez. Ma question, c'était qui prolongeait notre débat. Ma question, c'est de dire que ce policier est resté en détention provisoire parce qu'on avait peur, le pouvoir craignait des réactions ultra-violentes qui s'étaient produites au moment de la mort de Nahel Merzouk. C'était ça. Et là, vous me parlez d'autre chose. Je vais vous répondre très précisément sur cette question, puisque j'ai bien vécu les émeutes. J'étais le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à l'époque. Le phénomène a été endigué en 5 jours. Quand vous regardez les émeutes de 2005, il avait fallu 3 semaines. Pourquoi 5 jours? Parce qu'à ce moment-là, la République, elle a été implacable. Et qu'en matière de force de sécurité, il y avait tout le monde dehors, qu'on avait mobilisé à la demande du ministre de l'Intérieur de l'époque, les forces d'intervention, le GIGN et le RAID, et que la justice, à ce moment-là, avait fait son travail avec beaucoup de suites judiciaires qui avaient été données. Eh bien, je considère, et ça fait tout à fait le lien avec le début de notre échange, que quand la République est forte, quand elle se pose pas beaucoup de questions, qu'elle agit parce que l'essentiel est en jeu, et ben dans ces cas-là, on est capable de protéger nos concitoyens.